Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre débat sur la question de la participation citoyenne en Europe. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, nous parlons du thème la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire une participation citoyenne accrue dans l'Union européenne. Donc je m'appelle Ariane Forgueno et je suis impatiente de vous guider pendant les prochaines 105 minutes sur cette thématique européenne. Ça va aller. Et je suis heureuse de ne pas être la seule à le faire. Bienvenue à vous, je suis Dominique Hirlemann, je travaille pour la Fondation Bertelsmann en Allemagne et je suis heureux de gérer le débat et je suis définitivement heureux de ne pas avoir amené notre discussion seule en français parce que mon français c'est un peu oh là là. Mais je suis vraiment heureux d'avoir des panélistes exceptionnels. Bienvenue à Gaëtan Ricard-Nioul de la Commission européenne et Édouard Godot de Europa Nova. Mais nous avons encore deux autres panélistes qui sont ici sur l'écran. Oui, donc nous avons le plaisir aussi d'accueillir par visioconférence, puisque ce sont les temps d'aujourd'hui, Madame Gabriele Bischoff, qui est députée européenne allemande, membre du groupe socialiste, et Monsieur Daniel Freund, qui est également un député européen allemand, qui est membre du groupe écologiste. Et je suis désolée si j'ai écorché vos prénoms, n'ayant jamais fait de cours d'allemand. Avant d'entamer le débat, on va vous demander un peu de participation, puisque c'est le thème de ces journées toute la semaine. Nous aimerions être un peu curieux sur votre vision et votre connaissance des sujets européens. Donc nous avons quelques questions pour vous sur l'Europe et la démocratie, qui est un vaste sujet. Donc le fonctionnement de ces premières questions, on souhaiterait du coup faire un peu un tour de salle sur ces questions européennes, et donc ça va fonctionner de façon très simple par main levée. Et on va vous poser donc à tour de rôle avec Dominique quelques questions. Donc on vous invite à lever la main lorsque vous êtes concerné. Alors déjà, pour commencer sur le cœur du sujet qui est le titre, qui a déjà entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe ? Donc ça fait une belle majorité, je pense. Bravo. C'est 90% peut-être. Ok, une autre question. Qui vient de France ? Ok, peut-être une autre question. Qui vient d'un autre pays ? Ah, 3, pas mal. Techniquement, Édouard aussi ? Belgique, ok. Et alors, une dernière question sur justement votre relation à votre pays, à l'Europe. On souhaiterait savoir qui se sent plus français que européen, sachant qu'on ne juge pas, évidemment, on n'attribue pas des bons points à telle ou telle personne. Qui se sent plus français que européen ? D'accord. Qui se sent plus européen que français ? Et qui se sent les deux à égalité, à une majorité ? Ok, c'était un exercice simple. Maintenant, rendons les choses un peu plus compliquées. Nous allons vous lire une déclaration. Si vous êtes d'accord, veuillez vous lever. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez rester assis. Et si vous n'êtes pas sûr, alors déplacez-vous comme ça, à mi-chemin. Okay? C'est un peu la gymnastique après le repas. Okay? C'est au milieu. Bon, on va commencer avec la première question ou la première déclaration, comme j'ai dit. La démocratie en Europe est en crise. Oui, elle est en crise. Non, c'est comme ça. Et au milieu, vous êtes un peu gênant ou non, seulement. Ok, c'est moitié-moitié à mon avis. Oui, à peu près, je pense. Ensuite, même question, donc pour cette période sport après manger. Pensez-vous que les citoyens souhaitent réellement participer plus à la politique européenne ? Ou pas ? Pensez-vous que les citoyens souhaitent réellement participer plus à la politique européenne ? C'est comme moi ? Ou est-ce que vous pensez qu'au final, ils s'en fichent et dans ce cas-là, restez assis ? Okay. D'accord, on doit avoir un tiers, je pense, qui était d'accord avec cette affirmation. Ok, on a encore une question. L'Union européenne sera plus participative dans 20 ans qu'aujourd'hui. Plus participative dans 20 ans, l'Union européenne.
Ouais, c'est moitié-moitié. Hein. Ok, ça va être un débat intéressant. Peut-être que le nombre va changer en fin de session, après que vous ayez été convaincus par les participants. Alors pour commencer sur le fond du sujet d'aujourd'hui, on vous propose d'abord de faire un petit panorama rapide, très très bref, des principales initiatives pour approcher l'Europe des citoyens ces dernières années en France et en Europe. Alors pour commencer, donc Gaëtan Ricard-Nul en parlera mieux que moi, mais la Commission européenne avait mis en place ce qui s'appelait dialogue citoyen, qui visait à échanger de façon sous format de débat public entre le public justement et les décideurs européens, donc les commissaires européens, les députés européens, etc. Donc ces dialogues citoyens s'étaient développés ces dernières années. Ça, c'était vraiment l'un des sujets principaux, l'une des occasions principales d'échanger entre les décideurs européens et le public. Il y a eu d'autres initiatives, par exemple, toujours dans les institutions européennes, le programme Back to School qui poussait les fonctionnaires européens, qui pousse toujours les fonctionnaires européens à retourner dans leurs écoles pour échanger avec les élèves de tous âges sur les questions européennes et voilà, les sensibiliser leurs successeurs aux questions européennes. En France, on a eu les consultations citoyennes pour l'Europe qui ont été assez importantes, qui ont été ailleurs en Europe, mais il me semble que la France a été le pays d'Europe à l'initiative et le plus dynamique sur ces consultations citoyennes auxquelles vous avez peut-être pris part il y a quelques années sous l'égide de Nathalie Loiseau, qui était alors ministre des Affaires européennes. Voilà. Et puis au niveau des grandes initiatives, de façon plus politique, La République En Marche avait mis en place une grande marche pour l'Europe, où vous avez toqué à un certain nombre de portes pour justement commencer à débattre sur les questions européennes. Donc là, c'était vraiment les sujets principaux qui ont mené les citoyens à mieux connaître l'Europe. Il y a évidemment tout un tas de médias qui mettent en avant aussi l'Europe au quotidien. Et il y a d'autres projets de plus petite ampleur qui ont eu lieu pour rapprocher l'Europe de ses citoyens. Et j'en suis moi-même la preuve, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai créé le projet des Europes et des Hommes, qui a été un tour de France citoyen pour l'Europe. Pendant 6 mois, nous avons, à deux, fait le tour de tous les départements de France pour discuter avec les citoyens dans la rue, au hasard, de leurs propositions pour améliorer l'Europe. Voilà, donc nous avons échangé avec près de 5000 citoyens un peu partout en France. Tout un tas d'autres initiatives comme la mienne ont eu lieu et j'espère continueront à avoir lieu à notre échelle, qui est du coup évidemment bien plus petite que celle des institutions européennes. Donc on voit que les questions européennes, en fait, à la fois les institutions et les citoyens cherchent à faire en sorte que ce dynamisme de dialogue se poursuive. Et ça nous mène aujourd'hui à échanger sur cette toute nouvelle conférence sur l'avenir de l'Europe, COFE pour les intimes. Et son but est inédit et Dominique va vous en dire plus. Bon, on va parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe aujourd'hui. Et la conférence doit enfin atteindre l'objectif longtemps recherché par Bruxelles, rapprocher l'Union européenne de ses citoyens. Mais pas seulement, les citoyens doivent avoir une réelle influence sur le choix et la forme des priorités pour les années à venir. Nos questions aujourd'hui sont qu'est-ce que la conférence, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, aussi c'est une participation citoyenne sérieuse ou c'est seulement un peu de gimmick, c'est vraiment un effort sérieux. Quel impact réel ce processus peut-il avoir sur la politique de l'Union européenne? Et au long terme, peut la conférence et le panel avec les citoyens, peut ça vraiment changer le fonctionnement de l'Union européenne? Et si je regarde la conférence, ça ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau à l'Union européenne. Il y a des panels avec des citoyens tirés au sort, 800 Européens qui vont travailler de samedi un peu plus longtemps dans 4 panels. Et c'est vraiment une initiative assez bon. C'est vraiment fascinant, à mon avis. Il parle
24 différentes langues, ils se réunissent, ils se débattent un peu. C'est fascinant et je suis sûr que Daniel, Gabi et Gaëtan vont parler de ça. Mais notre question, au fond, est vraiment, c'est un exercice sérieux et qu'est-ce que l'impact pour la politique de l'Union européenne et pour le fonctionnement de l'Europe. Et on va commencer avec une question à Gabi. Gabi, vous êtes encore là, j'espère, à Strasbourg. Merci encore une fois pour être là et je sais que vous avez une séance plénière et que vous avez beaucoup de travail à ce moment-là à Strasbourg. Mais je suis aussi sûr que vous, Daniel, et vous êtes aussi assez nerveux de la conférence et aussi des panels citoyens. Mais pouvez-vous nous dire quelle est l'idée de base de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Comment cela fonctionne-t-il et pourquoi en avons-nous besoin de la conférence? Pourquoi la conférence? Pourquoi à ce moment-là? Je vais commencer ou... Oui, ça c'est l'idée. OK. Oui, pour moi, la conférence, c'est une grande expérimentation, c'est clair. C'est vraiment une volonté de faire les choses différentes, de vraiment essayer un processus de réforme innovatif et plus participatif. Et pour moi, aussi, c'est la première fois que nous consultons le citoyen avant l'entrée de changement institutionnel. Avant, c'était toujours autre chose. Et ce sont les priorités des citoyens qui vont déterminer l'issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Au centre, ce sont les citoyens. Et aussi, nous entrons maintenant dans une phase intensive d'échange et de discussion. Ce n'était pas le cas jusqu'au moment. Et cette fois, je pense que c'est vraiment, et c'est important, un cadre ouvert et sans conclusions qui sont prédéterminées. Et donc, nous allons, dans un premier temps, écouter et ensuite, ensemble, formuler des recommandations pour l'avenir de l'Europe. Si la dernière décennie de l'Union européenne, comme c'était déjà la question, c'était dominé par les différentes crises aussi ces crises nous ont montré une chose qui est très claire, je pense, à tout le monde. Ce que nous vivons depuis plusieurs années en l'Union européenne, que c'est là une crise de la solidarité, que c'est parce qu'on a trop d'égoïsme national aussi. Et pour ça, pour moi, c'est très important qu'il faut que l'Europe devienne plus solidaire, plus démocratique et avec plus de capacité d'action. Et pour moi, c'est central, la capacité d'action pour que l'Europe puisse agir et trouver des réponses dans les grandes questions de notre temps, la digitalisation, le Green Deal et tous, et aux grands défis qui sont devant nous, avec une pandémie qui est aussi très... C'est pas le fond de la pandémie déjà, et avec beaucoup de grands défis pour le futur. Merci. Merci beaucoup de nous avoir donné votre vision de la conférence sur l'avenir de l'Europe, Madame la députée. Madame Ricard-Newell, nous avons une question pour vous.
sur le fonctionnement concret de cette conférence. Donc des panels de citoyens à l'échelle européenne qui ont été donc sélectionnés au hasard dans toute l'Union européenne. C'est, si on ne se trompe pas, la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment est-ce que ça fonctionne ? D'accord, merci et bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler peut-être 3 choses. Effectivement, je crois que Gabi Bischoff avait raison de dire que l'exercice est inédit, en tout cas à cette ampleur, cette échelle, cette ambition. Et ce qui est intéressant aussi, je crois qu'il faut le rappeler sur la conférence, c'est que les 3 institutions, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil des ministres, font ça ensemble. Donc c'est vraiment l'Europe qui parle aux citoyens et pas différentes institutions. Et puis on y reviendra, mais il y a cette volonté assez claire de faire un suivi des recommandations et qui est l'étape d'après, on va dire. Alors, comment la conférence fonctionne et où se situent les panels citoyens ? Je pense que c'est important de le rappeler aussi. On parle des 3 P, c'est un peu un raccourci de langage, mais ça illustre bien comment fonctionne la conférence. Donc il y a d'abord une plateforme en ligne qui est assez innovante elle-même parce qu'elle a intégré un outil de civic tech, donc de participation, de délibération en ligne au système Europa des institutions, le système numérique des institutions, et elle a intégré le multilinguisme. Le multilinguisme, j'en reparlerai souvent parce que c'est vraiment l'ADN de cette conférence. On ne peut pas construire une démocratie européenne sans multilinguisme. Donc la plateforme, c'est celle qui va rassembler les idées qui vont être directement contribuées par les citoyens directement et à travers des événements qui vont être organisés dans toute l'Union européenne. Donc ce n'est pas que du pan-européen, c'est aussi du local qui contribue à l'échelle européenne. Un autre P, c'est la plénière, on y reviendra, qui est aussi assez inédite parce qu'elle va mélanger des politiciens et des citoyens ensemble. Et puis les panels, et effectivement, Dominique avait raison de dire que c'est vraiment une expérimentation fascinante, inédite. On a des expériences assez réduites, en tout cas portées par les institutions elles-mêmes, de ces assemblées pan-européennes tirées au sort et donc qui sont constituées pour être représentatives de la diversité sociologique et géographique de l'Union européenne. Et donc pendant plusieurs jours, ils délibèrent entre eux pour collectivement élaborer des recommandations et tout ça, encore une fois, dans un environnement multilingue avec de l'interprétation, etc. Donc, les panels, pour faire très court, ce sera 4 panels de 200 personnes tirés au sort. Le premier, effectivement, se réunira ce week-end et chacun des 4 panels va se réunir 3 fois. Donc, il y aura 12 sessions. Ils vont travailler ensemble sur des grands thématiques, prioriser à l'intérieur de ces thématiques et élaborer ensemble des recommandations pour l'avenir de l'Union. Merci Gaëtan. Peut-être maintenant, on revient à Strasbourg. Nous avons entendu que la conférence, c'est un exercice inédit. Les panels, c'est fascinant. Mais d'autre côté, quand je suis à Bruxelles ou quand je parle avec des gens à Bruxelles, il y a aussi du criticisme. Il y a aussi des gens assez sceptiques. Daniel, quels sont les principaux défis de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Quels résultats a-t-on vocation à obtenir à la fin? Qu'est-ce que tu crois? Bon, disons d'abord merci pour cette invitation, qu'on puisse discuter ensemble de cette conférence qui, comme vous l'avez dit, commence véritablement ce week-end avec les premiers panneaux citoyens qui vont commencer. Moi, je pense les grands défis pour l'Europe, il y en a plein. On a vu toute une série de crises ces dernières années, de l'euro, par la migration, le Brexit, le Covid, et on voit que l'Union n'est pas toujours en capacité de bien gérer ces crises. Donc la question, je pense que les citoyens, que aussi nous, en tant que politiciens, nous posent, c'est est-ce qu'on met
l'Union en capacité de mieux agir dans ces crises? Est-ce qu'on tire les leçons des crises qu'on a vécues ces derniers 10 ans? Et est-ce qu'on fait les changements de l'Union qui sont nécessaires? On a vu que les changements au traité, par exemple, c'est un sujet qu'on n'a pas pu discuter à Bruxelles depuis le traité de Lisbonne. Il y a une peur énorme de faire des référendums pour changer les règles de jeu. On a vu évidemment avec le référendum en Grande-Bretagne que ça peut aller dans un sens de désintégration. Mais de mon point de vue, on voit aussi qu'en gros, on rentre toujours en crise là où l'intégration est d'une certaine manière s'est arrêtée à mi-chemin. On le voit avec l'euro, on a une monnaie unique dans l'Union européenne, mais on n'a pas intégré la politique fiscale, la politique économique. Donc, il y a un risque de rentrer en crise. Pareil sur la migration, où on a avec Schengen un espace de libre circulation, mais étant donné qu'on n'a pas de politique migratoire ou d'asile commune, ça peut créer des crises et des pressions. Donc en gros, pour moi, c'est la question, est-ce qu'on s'y adresse? Est-ce qu'on les discute? Est-ce qu'on essaye de trouver des solutions à ces grands défis continentaux qu'on a, comme le climat, comme l'imposition aux grandes entreprises qu'ils payent un minimum d'impôts, notre rôle dans le monde entre les États-Unis, la Russie, la Chine, où est-ce que se place l'Union européenne et est-ce qu'on défend nos intérêts, nos valeurs avec une seule voix, avec une forte voix dans le monde, ou est-ce qu'on se laisse diviser en 27 qui comptent peu? Donc je pense que c'est possible que la conférence apporte des réponses à toutes ces questions, qu'il y aura des propositions, que ces propositions ensuite sont transformées en loi, en un budget différent ou même en changement des traités. Mais évidemment, ce n'est pas donné, parce qu'on sait aussi que trouver un accord unanime entre les 27 États membres, qui sera nécessaire par exemple pour changer le budget ou les traités, ça ne va pas être facile. Donc je pense la possibilité que donne cette conférence, qu'au moins sur certains sujets, il y aura une alliance entre les citoyens, entre les parlementaires, et avec ça, peut-être, on peut dépasser les vétos, le blocage des gouvernements des États membres, parce que, soyons très clairs là-dessus, dès le début de cette conférence, le jour même que la plateforme en ligne a été lancée, qui a été mentionnée, il y a 12 États qui sont sortis, qui ont dit tous les résultats de cette conférence, nous, on ne les voit pas comme contraignantes, on ne veut pas changer les traités. Donc de commencer ce débat avec les citoyens, avec oui, on veut bien débattre, mais on ne va rien changer, moi je pense que ce n'est pas la bonne façon de discuter. Et juste pour terminer, moi je vois 3 choses très clairement qu'on devrait changer de l'Union pour la rendre plus apte pour le futur, et c'est d'arrêter avec l'unanimité. On ne peut pas être en capacité d'agir si un État peut bloquer tout le reste sur des questions importantes. Deuxièmement, je pense qu'on doit mettre en place un grand fonds d'investissement pour la transformation de nos économies, donc un fonds climat. En gros, ce qu'on vient de faire avec ce fonds Covid, mais disons, cette transformation, ça ne va pas juste durer 2 ans, mais plutôt les 20 ans à venir. Et troisièmement, je pense qu'on doit vraiment regarder comment fonctionnent les élections européennes. On ne peut pas revenir à un modèle comme on avait après les dernières élections, où il y a une présidente de la Commission qui ne s'est pas présentée aux élections, qui sort d'un processus au Conseil avec un débat enfermé dans une chambre non transparente. Donc ça, on doit changer. Merci beaucoup. Effectivement, la question du lien avec les citoyens, vous en parliez, est un peu au cœur de cette conférence. Alors, Édouard Godeau, justement, on sait que l'Union européenne est présente au quotidien chez nous tous. Donc, voilà, que ce soit avec Erasmus, que ce soit avec la PAC, que ce soit malheureusement avec aujourd'hui la crise du Covid. Et on a aussi vu que ce n'était pas la première fois que l'Union européenne essayait de se rapprocher de ses citoyens. Et donc, la conférence sur l'avenir de l'Europe
de façon peut-être un peu provocante, est-ce qu'elle peut réussir ? Comment faire pour qu'elle puisse réussir là où peut-être pour avoir une valeur ajoutée par rapport aux initiatives précédentes? Est-ce qu'elle peut donner un nouvel élan à la participation citoyenne en Europe? Est-ce que potentiellement elle peut en faire un réflexe durable au sein de l'Union européenne? Alors, la réponse courte est oui. La réponse longue maintenant. Il y a un problème de termes. Et je suis très heureux que cette conférence, justement, n'ait pas repris les vieux termes avec lesquels on se bat depuis trop longtemps maintenant, de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens. Je pense que ce sont des termes qui sont très mal posés et que ce sont les termes, justement, qui posent problème dans le débat. Parce qu'on ne rapproche pas l'Union européenne de ses citoyens. Les citoyens forment l'Union européenne. Sans citoyens européens, il n'y a pas d'Union européenne. Le fait même qu'on la formule comme ça, c'est bien le problème que quelque part, à Bruxelles, mais pas simplement, dans les gouvernements, dans les institutions, on se rend bien compte qu'il y a cette séparation qui s'est creusée. Et donc, on dit qu'on va rapprocher l'Union européenne de ses citoyens, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de la rapprocher, il s'agit que les citoyens s'approprient leur Union européenne. On appelait ça une communauté, c'était la communauté européenne jusqu'en 1992. Effectivement, le mot union a quelque chose de très fort, encore que dans les pays de l'Est, pardon, les anciens pays de l'Est, les pays d'Europe centrale maintenant, le mot union évoquait quelques souvenirs douloureux. D'ailleurs, il n'a pas été traduit par Soyouz dans la plupart des pays slaves, il a été traduit par Uni, ce qui est quand même très, très révélateur. Mais le mot communauté est beaucoup plus intéressant parce qu'il traduit bien cette idée démocratique qu'on est ensemble pour quelque chose. Donc il y a déjà un premier défi. Je pense que là, c'est la raison pour laquelle cette conférence est différente. C'est la raison pour laquelle elle fait déjà avancer les choses. C'est qu'elle ne dit pas qu'il y a les sachants, les institutions qui ont raison, les gouvernements qui savent, et puis les citoyens qui sont tellement ignorants qu'il faut les éclairer. Elle pose la question de façon différente, et ça, déjà, c'est une nouveauté. Deuxième point, le principal défaut de cette conférence, c'est aussi sa principale qualité, c'est que c'est une première occurrence. On a besoin de ce genre de choses. On a besoin en fait d'occasions de discussion. La démocratie, ça n'est rien d'autre qu'une conversation entre citoyens. Nous avons pris l'habitude d'avoir cette conversation au niveau national, pour des raisons historiques, pour des raisons aussi linguistiques souvent, quoique il y ait des pays qui soient capables de tenir cette conversation en plusieurs langues, comme la Suisse. Donc nous avons pris l'habitude d'avoir cette conversation au niveau national. Il est urgent et indispensable de la faire au niveau continental. Et donc cette conférence, en ce sens, est un remarquable pas en avant. On sort du dialogue top-down sur lequel on a toujours été entre des institutions et des citoyens. On rentre sur un dialogue entre citoyens, c'est-à-dire sur la forme véritablement d'un échange entre membres d'une même communauté politique. Et donc, en ce sens, elle est une avancée. Ensuite, moi, je ne suis pas plus prophète, enfin, je suis plus historien que prophète, donc je ne vais pas vous dire ça va être le moment qui va tout changer. Mais je crois que c'est surtout très intéressant qu'elle s'inscrive dans un processus historique plus long. Là, effectivement, je suis plus historien. Et c'est le troisième point sur lequel j'attire notre attention, c'est que conférence ou pas conférence, en fait, il y a déjà un phénomène très, très long, très lent, mais très rapide en fait au regard des constructions nationales, mais très long et très lent d'acculturation et de construction d'une communauté politique européenne. Et aussi générationnelle. Je vous donne un petit exemple, mais il y en a plein d'autres. J'ai eu affaire récemment à une collègue de Daniel Freund, que je salue au passage, finlandaise, verte finlandaise, et lorsque nous avons parlé d'Europe, bien tout de suite, le fait qu'elle soit née en 1992 a fait une énorme différence dans le discours. Le discours traditionnel des Verts finlandais était pas eurosceptique du tout, mais quand même relativement euro-frileux, on va dire. Bien là, pas du tout. On a affaire à quelqu'un qui considère que l'Europe, c'est le vase naturel de son pays. Et donc, il n'y a pas de réticence directement à ça. Ça, c'est un phénomène d'acculturation, c'est un processus sociologique qui est à la base des constructions démocratiques, de toutes les constructions démocratiques. En France, il a fallu 130 ans pour qu'on fasse véritablement une communauté dans laquelle les femmes étaient inscrites. Donc, bon, je veux dire, si on met un petit peu moins de 130 ans au niveau européen pour faire en sorte que tout le monde soit inscrit dans la même communauté, je pense qu'on aura déjà fait des progrès et on sera plus démocratique que la France. Et c'est la dernière chose sur laquelle il faut insister. Cette conférence, elle a donc tout le mérite d'exister. Elle aura tout le mérite de faire des propositions qui, je l'espère, démentiront Jean-Claude Juncker qui disait qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités.
Je crois que justement, il faut qu'il y ait de la démocratie en dehors des traités, si on veut les changer surtout, et on doit les changer sur un certain nombre de sujets. Je crois que Daniel Freund a bien fait le tour, mais il n'y a pas que ces sujets-là. Et donc, cette conférence ne doit être qu'un premier pas. Elle sera une réussite si elle est suivie, non pas simplement de prise de décision sur ce qui a été fait dedans, mais si elle est suivie de petites sœurs et de petits frères, et de toutes ces occurrences d'organiser la conversation entre citoyens dont nous avons besoin pour construire une démocratie. Merci. On a déjà parlé un peu de la conférence, on a parlé des défis de l'Union européenne. J'aimerais bien parler un peu plus des panels et aussi de la conférence, parce qu'à mon avis, il y a deux échelons, il y a deux échelles. Il y a l'échelle technique, plutôt technique, comment ça se passe, la conférence, qu'est-ce qui est dur et tout ça. Il y a aussi l'échelle politique, c'est-à-dire qu'est-ce que les trois institutions, le Parlement, la Commission et les États membres veulent faire avec la conférence. Qu'est-ce qui est important pour eux? D'abord, l'échelle technique, peut-être Gaëtan. Je sais que tu as eu une réunion ce matin avec les partenaires et la Commission, c'est tout parle toujours de la transparence. Et peut-être tu peux être vraiment transparent avec nous. C'est une salle privée ici, à peu près. Si vous préparez les premières panels, qu'est-ce que sont les grands défis? Qu'est-ce qui est difficile avec la préparation? Tu peux le partager avec nous? D'abord, je voudrais... Pas d'abord. Je voudrais rappeler qu'en fait, je fais partie de la commission, c'est vrai, mais là, je fais partie en réalité d'un secrétariat commun qui a été créé pour la conférence, justement, entre les trois institutions pour faire en sorte qu'on travaille ensemble et pas les uns contre les autres. Donc, notre rôle à nous, justement, c'est de faire en sorte qu'on trouve des accords pour avancer ensemble dans la préparation de cette conférence, et on y arrive puisque, effectivement, les événements, les panels, la plateforme, tout ça a vu le jour. Donc c'est la preuve qu'on arrive, même s'il y a des défis, même s'il y a des désaccords parfois, à trouver des points de convergence. Sur les panels, il y a des choses qui émergent tous les jours. Mais je dirais que le premier défi, évidemment, c'est de bien réussir la sélection. Et donc ça, vous savez, les assemblées citoyennes tirées au sort, on passe par des instituts de sondage. Il a fallu vraiment faire en sorte que ce soit de la vraie sélection aléatoire, parce que certains instituts, par exemple, le font sur base de listes préexistantes. Donc il faut insister auprès des instituts. Non, on parle bien de sélection aléatoire. Donc ça veut dire que théoriquement, n'importe qui ici aurait pu recevoir un coup de téléphone. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait des quotas qui soient respectés. Donc, on veut qu'il y ait une diversité géographique, mais aussi, est-ce que c'est des gens qui viennent plutôt d'urbain, du rural? On veut une diversité d'âge, de genre. On veut une diversité, évidemment, de background socio-économique et de niveau d'éducation, puisqu'on sait en plus qu'à l'échelle européenne, souvent on a un biais élitiste qui est encore plus fort par rapport à la participation politique, parce que ça a tendance à favoriser les gens qui sont déjà familiers avec le multilinguisme, la mobilité, etc. Donc là, il y a un effort vraiment très important qui est fait pour aller toucher des gens qu'on ne touche normalement absolument pas. Voilà. Bien sûr, il y en a certains, il y a toujours un petit biais puisqu'on a le droit de refuser. Enfin, globalement, ceux qui ont fait l'expérience d'assemblée citoyenne tirée au sort, on voit là-bas des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il ne faut pas manquer. Ensuite, après, il y a un travail de longue haleine. Je veux dire, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus avec des spécialistes de la démocratie participative et délibérative pour avoir un processus de délibération collective, donc des étapes sur lesquelles on travaille pas à pas
pour faire en sorte que des citoyens qui au départ ne sont pas initiés aux choses européennes puissent ensemble réfléchir, se projeter et faire des recommandations sur l'avenir de l'Union. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment fait-on pour à la fois maintenir un niveau de spontanéité pour avoir la vision réelle des citoyens et ne pas la manipuler, pas l'influencer, pour vraiment comprendre comment eux perçoivent les choses et quels sont leurs espoirs à eux. Et en même temps, leur donner suffisamment d'informations, de mise en contexte, d'apports d'expertise qui leur permettent d'avancer dans leur réflexion et d'avoir un jugement collectif qui soit intéressant et leur permettre de converger. Ça, c'est vraiment un autre aspect du travail qu'on doit faire. On a un élément supplémentaire avec cette conférence qui est complètement innovant et intéressant, sur lequel on doit aussi réfléchir, qui est que dans ces panels, qui chacun vont avoir donc 200 participants, 20 d'entre eux vont être désignés par leur pairs pour aller dans la plénière. Donc on l'a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose d'aussi inédit, puisqu'on va mélanger des politiciens plutôt aguerris, des parlementaires, des membres des gouvernements, et aussi de la société civile organisée, puisqu'il y a des membres aussi dans la plénière, avec des citoyens tirés au sort. Donc c'est un mélange sur lequel on doit réfléchir. On doit faire en sorte évidemment que les citoyens soient accompagnés dans cet exercice, qu'ils soient à un niveau, évidemment ils n'auront pas, et c'est ça qui est bien, ils auront leur fraîcheur, leur rapport, mais il faut aussi qu'ils ne soient pas déstabilisés en étant face à des politiciens, etc. Voilà, c'est tout cet enjeu-là aussi sur lequel on réfléchit. Évidemment, le multilinguisme, Dominique le sait parce qu'il a déjà fait des panels en plusieurs langues, c'est un casse-tête incroyable parce que l'interprétation qui est essentielle, comme je le disais préalablement, pour vraiment avoir une vraie démocratie pan-européenne, on ne peut pas demander aux gens de maîtriser l'anglais ou d'autres langues puisque ça ferait un biais, évidemment, une exclusion beaucoup trop importante. Donc c'est du multilinguisme permanent, donc de l'interprétation. Et l'interprétation, pour être tout à fait prosaïque avec vous, ça coûte très cher. Voilà. Donc c'est un investissement dans la démocratie, mais ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre entre cet investissement, faire en sorte que les gens puissent parler dans leur langue et en même temps que ce soit raisonnable sur le plan budgétaire. Voilà. Donc c'est tout ça sur lesquels on travaille. Voilà, donc moi, je ne sais pas les grandes envolées politiques, c'est très technique, je crois que c'est ça que tu voulais, Dominique, mais à la fin, s'il n'y a pas cette réflexion, et si elle ne s'assoit pas aussi sur une vision par rapport à ces choses-là, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Donc, moi, je suis un peu mal à l'aise avec la division technique-politique, parce que en réalité, on mélange les deux en permanence, mais c'est la politique au sens noble du terme, quoi. C'est-à-dire, si on engage les citoyens dans cet exercice, il faut le faire avec une vision et avec un lien de confiance qui va se créer avec eux. Et pour ça, on doit faire ça de manière très rigoureuse et très collective aussi, finalement, puisque nous aussi, on doit se mettre d'accord avant qu'eux se mettent d'accord. Merci Gaëtan, je ne voulais pas te réduire au niveau technique, mais à mon avis, quand je parle avec des parlementaires à Bruxelles, à Strasbourg, ou aussi avec des fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui disent bon, on va faire des panels, ça va aller, il n'y a pas de problème, et après on a la vraie discussion au plein air. Et ça, c'est difficile et c'est dangereux, bien sûr, parce que c'est vraiment la première fois qu'on voit quelque chose au niveau européen. C'est difficile et il faut le savoir. À Gabi, peut-être d'abord, et après à Daniel, j'ai une autre question. Parce que aussi, quand on parle avec des parlementaires au niveau régional ou national, ils disent souvent ils sont la voix du peuple. On n'a pas besoin d'autres institutions, on n'a pas besoin des panels et tous les trucs nouveaux. Mais le Parlement européen a vraiment soutenu les panels au début. Et pourquoi ça, Daniel et Gabi?
Où vient vraiment le soutien assez fort du Parlement européen? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des panels et comment ça va être dans le futur avec les trois institutions, la Commission, les États membres et le Parlement européen? On a aussi des autres institutions avec des panels, ou c'est seulement un truc qu'on fait une fois et après, on va voir. Gabi d'abord. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, c'est un expériment. Je suis convaincue qu'avec le processus normal institutionnel, en réforme ne marche pas plus. Nous avons par exemple discuté depuis quelques années une réforme de zone euro. C'est absolument nécessaire, tout le monde sait ça, mais en même temps, on a eu des rapports de présidente et tout ça, mais on a peur de changement. Et pour ça, le panel, c'est un expériment de faire les choses différentes et avoir de délibérations avant. Aussi peut-être pour donner quelques gouvernements en raison de savoir que aussi beaucoup de citoyens veulent des changements. Mais en même temps, j'ai vu qu'il n'y a pas une garantie que le résultat au fond de la journée est la même que nous expectons. Hein. Aussi, je suis très, mon français n'est pas très bien. Par exemple, avec cette plateforme que j'ai vue, c'était pas un succès. Hein. On doit changer ça. C'était un expériment, mais pas avec de bons résultats. Mais peut-être avec le panel, ça marche différent et ça crée un nouveau dynamisme. Aussi, avec des recommandations de cette panneau citoyen et après aussi le débat entre le politicien et aussi le citoyen. Et pour moi, c'est pas une concurrence, hein. C'est une addition au le processus démocratique que nous avons en Europe. Et pour ça, je pense, Gaëtan a dit aussi avec l'investissement de traduction et tout ça, pour moi, d'essayer, c'est déjà une bonne investition. Merci. Daniel? Moi, qui a été quand même un de ceux qui ont le plus poussé au Parlement pour ces panels, moi, c'était surtout l'expérience en Irlande qui m'avait convaincu. D'avoir des problèmes qui étaient coincés dans le processus politique normal, la question de l'avortement, le droit au mariage pour tous, c'était des problèmes où le système irlandais, les parlementaires n'arrivaient pas à résoudre ces questions. Et en même temps, la population, les citoyens, étaient déjà beaucoup plus avancés sur ces questions. Et les panneaux citoyens en Irlande ont réussi à débloquer, à décoincer ces questions. Et en gros, notre espoir au Parlement européen, c'est qu'on a exactement la même situation dans l'Union européenne. On a une population, on a des citoyens qui sont beaucoup plus avancés sur un nombre de questions et que dans le processus normal, avec les États membres qui font proposition sur le changement des traités, après les ratifications dans tous les États membres et tout ça, que ça, pour le moment, nous bloque de faire certaines réformes que, en gros, je pense, une grande majorité des citoyens en Europe veut. Et donc, ces panels, c'est une façon de faire ressortir ça. Et on espère évidemment que ça crée un débat, que ça crée une pression
publique sur les institutions, de ne pas ignorer les recommandations qui feront à la fin ces panels représentatifs. Que ça directement après, ça va faire partie du débat ici au Parlement et j'espère dans les débats des parlements nationaux aussi, et que ça va jouer aussi dans les élections. Je ne sais pas si grand nombre de recommandations va être directement implanté après la conférence, mais au moins j'espère que ça changera le débat, que ça montrera que les citoyens européens et leurs représentants dans le panel sont ouverts à certains changements et que ça accélère la réforme dans l'Union européenne. Je pense que c'est ça un peu derrière tout ça. Est-ce que ça va marcher et à quel degré est-ce que ça va marcher? Comme Gabi, d'autres l'ont dit, c'est un expériment, on verra. Mais je pense il y a une certaine frustration au Parlement européen qu'on ne s'y attaque pas, que les grandes questions restent irrésolues, ils restent sur la table. On a des réponses, mais la politique normale s'y attaque pas de vraiment faire les réformes nécessaires. Merci. Alors effectivement, l'un des avantages de cette conférence, comme l'a expliqué Gaëtan Ricarnioul, c'était le fait que de façon virtuelle, n'importe qui pourrait atterrir, entre guillemets, dans ce processus de la conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est vrai que pendant le Tour de France que j'avais réalisé, ce qui nous avait frappé avec mon partenaire, c'était que à chaque fois qu'on allait discuter d'Europe, que ce soit dans des grandes villes ou dans les petits villages, on a été très très bien reçus par des pro-européens comme par des anti-européens. D'ailleurs, il n'y en avait pas tant que ça finalement quand on discutait un peu. Et on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de refus, de laissez-moi tranquille, je continue à marcher, je n'ai rien à vous dire. Et en fait, tout le monde adore parler d'Europe. Et j'avoue que c'était un constat auquel on ne s'attendait pas nécessairement quand on voit l'importance qu'occupe l'Europe dans les débats nationaux et locaux, et ne serait-ce que dans les dimanches, les déjeuners du dimanche en famille. On ne parle pas nécessairement d'Europe. Pourtant, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Edouard Godeau, il y a donc le temps long, le temps court, la façon dont l'Europe est ancrée dans l'inconscient du débat public français. D'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, on ne le réalise pas forcément, mais tout le monde est très familier avec la Ve République gaulliste de France. En réalité, la Ve République est plus jeune que les institutions européennes, puisque la CEE a été créée en 1957 et la Ve République en 1958. Donc, en réalité, historiquement, on est depuis plus longtemps européen que membre de la Ve République quand on est français. Et pourtant, l'Europe a du mal à s'incarner dans le débat public un peu national. Donc, j'ai une question donc, pour Edouard Godeau et pour Gaëtan Ricarnioul. Est-ce que vous pensez que la conférence sur l'avenir de l'Europe va permettre, via cette participation à la discussion européenne des citoyens, est-ce que vous pensez que ça va permettre à l'Europe d'être plus présente dans l'imaginaire politique national, de tous les États membres d'ailleurs, de la France, mais pas seulement? J'aimerais l'espérer, mais je ne suis pas sûr qu'on atteigne la masse critique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a eu un petit exemple du biais à la fois cognitif et politique dans lequel on est quand on parle d'Europe au tout début, avec la première question que vous avez posée à l'ensemble de la salle. Qui a déjà entendu parler de la conférence sur le futur de l'Europe? Il y avait une majorité écrasante de gens qui en avaient entendu parler, si j'ai bien compté. Enfin, c'est vous qui avez compté. Donc en fait, on est bien sur un phénomène d'initiés. Et l'Europe n'est pas encore une affaire de grand public, c'est une affaire d'initiés. De plus en plus de gens sont initiés, et ça c'est une bonne chose. Et la conférence, à ce titre, va participer à l'initiation d'un certain nombre. L'Europe, c'est une expérience. Alors le problème, c'est que les conditions de cette expérience, les conditions de cette initiation aujourd'hui dépendent énormément du capital culturel, social et financier dont on dispose. Et donc, très rapidement, cette initiation devient une affaire d'élite. Mais ça n'est pas du tout une fatalité. Le plombier polonais, l'infirmière slovaque, le docteur roumain sont pas particulièrement plus des élites que les fonctionnaires de Bruxelles, mais ils ont été initiés à l'Europe par la libre circulation, par l'immigration du travail. C'est ça en fait l'Europe réelle. Et c'est cette Europe réelle qui va faire l'Europe
démocratique, plus exactement la démocratie européenne. Donc ça, c'est la première chose. Cette conférence, avec toutes ces innovations, toutes ces qualités et aussi toutes ces limites, parce qu'il ne faut pas non plus attendre qu'une seule chose change l'ensemble d'une situation, elle va faire avancer l'initiation européenne d'un certain nombre de gens. Est-ce que ça sera suffisant? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Et ensuite, on continuera. Il y a un certain nombre de choses dont on a besoin, en fait. On a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'entretenir au maximum la conversation. On a besoin de faire en sorte que les Européens se saisissent des sujets. On l'a vu, la tendance décennale à une récession, à une réduction de la participation aux élections européennes a été enrayée en 2019. On est remonté à peu près à la moitié. 50%, en termes d'ordre de grandeur, c'est grosso modo la participation à une élection américaine en période basse. C'est la participation à une élection présidentielle polonaise. Donc on n'est pas non plus sur des eaux à marée complètement basse. Évidemment, c'est une moyenne. En Pologne, en 2014, on était sur du 12%. Non, pardon, c'était en Slovaquie, on était sur du 12%. En Pologne, on était aux alentours de 20%. Sauf que cette fois-ci, on est arrivé à 50%. Quasiment partout, je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours des nuances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mobilisé? Ce n'est pas la perspective d'avoir la conférence sur le futur de l'Europe. Malheureusement, je crois qu'il faut être lucide. Ce qui a participé à fabriquer de la mobilisation, ce n'est pas non plus les enjeux européens, quoique, il y en a eu, mais ça a été la mobilisation des méchants, les affreux. Sans affreux, Hollywood le sait bien, sans méchants, il n'y a pas d'histoire. On a besoin d'avoir des méchants. Et Kaczynski, Orban et tous ces gens qu'on aime détester sont en fait d'excellents moteurs pour l'européanisation de notre espace public. Évidemment, à terme, l'Europe qu'ils nous proposent n'est, je pense, en tout cas je présume, pas celle qui nous rassemble le plus aujourd'hui, en tout cas je l'espère, mais il n'empêche qu'ils sont tout à fait légitimes dans leur construction du débat européen et ils sont aussi une polarisation qui permet de se mobiliser. Et d'ailleurs, on ne s'est pas privé. Eux ont mobilisé leurs partisans. On a quand même une grosse participation électorale en Pologne, en Hongrie par exemple. Mais ils ont aussi mobilisé leurs adversaires, ce qui était une très bonne chose. Et donc en France, en Espagne ou ailleurs, on a eu ça. Donc, encore une fois, la conférence participe, j'allais dire comme tout le reste, mais un peu plus, parce qu'elle va plus dans les détails. Je suis entièrement d'accord avec Gaëtan, elle n'est pas technique, elle est ultra politique, cette conférence. Faire les choix du multilinguisme, c'est un choix politique, hautement politique. Évidemment, ensuite, il y a des petits problèmes techniques à régler, mais c'est d'abord un choix politique. Et ces choix politiques-là montrent qu'une partie de la question de la démocratie est enfin prise au sérieux au niveau européen, au niveau des institutions bien sûr, mais pas simplement, au niveau des gouvernements nationaux. Et ça va nous permettre, et ça je rebondis et je m'arrête là-dessus sur la deuxième question que vous aviez posée, qui pense qu'il y a une crise de la démocratie en Europe? Moi je pense qu'il y a une crise de la démocratie en Europe. Il y a une crise des démocraties nationales qui est très profonde. Elle n'est pas simplement au niveau des institutions européennes. On a un déficit démocratique européen qui est réel, mais qui n'est pas plus important que le déficit démocratique qu'on a vécu en France au moment des Gilets jaunes, qui n'est pas plus important que le déficit démocratique qu'on a vécu, qu'on vit dans une Pologne qui a une difficulté à garder le pluralisme ou à garder les institutions de l'état de droit. Donc le déficit démocratique, il n'est pas européen au sens des institutions, il est européen au sens de l'ensemble de ses composantes. Et je termine sur cette injonction. Le philosophe marxiste réformé, on va dire, Étienne Balibar, disait qu'il fallait que l'Union européenne soit plus démocratique que les États qui la composaient. C'est ça le défi sur lequel on est. Et si on arrive effectivement, et si on fait cette conférence sur le futur de l'Union européenne, le futur de l'Europe, pardon, si on en fait une étape supplémentaire pour l'initiation accrue de l'ensemble de nos concitoyens, de membres de la communauté européenne, on aura fait énormément un pas en avant vers ce qu'ils souhaitent. Je ne sais pas si déjà beaucoup qui a été dit. Je pense que ce qui est intéressant à l'échelle européenne, c'est que la démocratie participative et délibérative qui se développe
pour venir enrichir, renforcer la démocratie représentative, elle se développe en même temps. C'est ça la particularité de la construction européenne, qu'il y a un apprentissage de la citoyenneté européenne, en fait. C'est-à-dire que dans les États membres, voilà, il y a quand même un sentiment d'appartenance, une citoyenneté qui est plus vécue, et la démocratie participative et délibérative se développe sur cette base. Au niveau européen, on la développe en même temps qu'on construit un sentiment d'appartenance et une formation à la citoyenneté européenne. Donc c'est d'autant plus intéressant et fascinant que ça contribue aussi à ça. Et je voulais juste peut-être juste une chose qu'a dit Édouard qui est tout à fait juste, qui est que effectivement le problème qu'on a dans l'Union européenne, mais qui est général, mais qui est encore plus fort à l'échelle européenne, c'est qu'on s'adresse souvent effectivement à des initiés et que tout ce que je peux dire, c'est que la conférence a été conçue, si vous lisez les textes de base, etc., pour aller au-delà des initiés. Voilà, on a réfléchi à chaque étape à comment on fait. Alors, le tirage au sort, évidemment, est une des techniques imparables. Mais par exemple, pour la plateforme digitale, on a vraiment essayé que les événements décentralisés soient portés par des acteurs qui ne sont pas ceux qui habituellement portent des... Et voilà, on a fait un effort pour aller... toucher des gens, des organisations, des fédérations associatives, etc., qui ne sont pas nécessairement les usual suspects, comme on dit, sur les affaires européennes. Mais on a un problème d'échelle, et je suis d'accord avec toi, Édouard, à un moment donné, on peut mettre en place tous les beaux outils, et honnêtement, moi qui suis voilà, à la fois une actrice et une observatrice de la démocratie participative à l'échelle européenne, si on m'avait dit il y a 5 ans qu'on arriverait à faire tout ça, au sein des institutions européennes, je ne l'aurais pas cru. Franchement, ce sont de vraies avancées, mais il faut évidemment qu'elles soient connues, qu'il y ait de la communication autour, etc. Et là, je crois je vais être totalement franc, je trouve qu'on n'y est pas encore. Et pour ça, le problème, c'est qu'il faut vraiment que ce soit collectif, que les États membres aussi, qui font partie, que les régions, que le local considèrent que c'est leur conférence aussi. Et là, on n'a pas encore totalement réussi, je crois. Mais, comme l'a dit, je crois, Gabi, c'est pas fini. Donc, je suis là aussi pour ça, pour en parler, parce que moi, je crois qu'une dynamique citoyenne, c'est les citoyennes qui la créent. Voilà, c'est les citoyens qui la créent. Donc, allez-y, quoi. Voilà, j'ai que ça à dire. Essayons qu'il y ait un maximum de gens qui participent. La plateforme, effectivement, pour le moment, les chiffres ne sont pas encore assez forts. Donc, espérons qu'avec les panels, la plénière, ça va faire du bruit, qu'il va y avoir plus de gens qui participent. Mais tout le monde peut aider. Voilà, on peut en parler à son cousin, à sa boulangère, voilà, et à la fin, qu'il y ait plus de gens, effectivement, qui participent. Parce qu'évidemment, plus la participation sera grande, plus la conférence aura du poids et plus on pourra faire en sorte que le suivi soit réel, fort et visible. Donc voilà, moi je dis allons-y, c'est maintenant. On en a encore pour quelques mois, donc tout peut se passer. Et j'espère vraiment que ça va décoller grâce à vous. Merci. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous rentrez chez vous. Vous tapez conférence sur l'avenir de l'Europe et vous en parlez autour de vous. J'avais une question pour rebondir sur la dernière, qui était dirigée vers Strasbourg pour nos 2 députés européens membres du panel. Donc toute la semaine, grâce à ces rencontres de la participation, on discute de démocratie participative, on parle d'assemblée citoyenne, on parle de budget participatif, etc. Et j'aurais aimé savoir, pour vous qui êtes les mieux placés dans la salle pour nous parler de la pratique de la démocratie européenne, comment est-ce que ce thème de la démocratie participative est lié à d'autres sujets de la démocratie en Europe? Dans quelle mesure est-ce que, selon vous, politiquement, il faudrait ensuite... sans forcément... voilà, il y a toute la question ensuite de pouvoir changer les traités ou pas, mais dans quelle mesure est-ce que vous trouvez des inspirations dans toutes les thématiques de la démocratie participative voilà, qui reviennent dans les débats de façon générale, budget participatif européen ou autre? Est-ce que vous trouvez d'autres inspirations qui peuvent vous sembler pertinentes au niveau politique? Je commence? Oui. Moi, je pense qu'il y a une réelle demande
un peu partout en Europe, on le voit que la participation augmente, que les citoyens veulent participer à la démocratie plus que donner leur vote une fois tous les 4 ou 5 ou 6 ans en fonction de où ils sont dans l'Union. Et je pense l'Union européenne doit y faire face. Moi, je pense avec cette conférence, on fait une première tentative de faire quelque chose de nouveau. Et je suis assez convaincu que si ça se passe bien, on va répéter cet exercice. Moi, je trouve que c'est un peu tôt de dire on va tout de suite éternaliser les panels citoyens. Voyons ce qui se passe, si ça fonctionne. Mais je suis sûr, si ça fonctionne, s'il n'y a qu'un changement qui ressort de ces panneaux, il y aura des députés, il y aura des politiciens qui vont dire « bon, on a un autre problème, essayons de le régler aussi avec cette forme de la participation », ce qui nous empêche pas du tout de, évidemment, travailler sur les autres formes de participation. Vous avez mentionné faire des budgets de manière participative. Disons, faire des budgets à l'échelle européenne, c'est déjà assez compliqué parce que chaque gouvernement, chaque chef d'État participe. Moi, je trouve, en fait, pour la participation des États membres, il y a trop de participation, parce qu'en Allemagne, par exemple, le budget fédéral, on ne le fait pas avec l'accord unanime des premiers ministres des Länder, et il n'y aura pas de budget fédéral si ça serait le cas. Donc, faut trouver le bon équilibre, mais je trouve aussi, et nous en tant que Verts, en tout cas on le dit depuis des années, l'initiative citoyenne européenne, c'était une première étape, mais il faut réfléchir comment l'améliorer, comment mieux utiliser ces formes de participation. Il faut dire que d'ailleurs en France, pour le dire, de participer à des initiatives citoyennes, est particulièrement difficile. Il faut donner son numéro de carte d'identité rien que pour signer une initiative. Donc ça c'est des choses aussi à améliorer. Je ne sais pas combien de gens dans la salle ont déjà participé à de telles initiatives, mais disons, pour avoir un simple débat à la fin au Parlement européen, récolter 1 million de signatures. Et comme je disais, en France, avec les cartes d'identité, c'est quand même assez onéreux pour pousser les institutions européennes à agir sur un certain sujet. Seulement encore une petite question, Daniel. Quand tu parles avec tes co-parlementaires, avec des commissaires ou des fonctionnaires de la Commission européenne, qu'est-ce que tu penses? Il y a vraiment un sens que le système doit changer, qu'il faut faire plus de participation citoyenne, qu'il faut changer le mode comment on fait des choses à Bruxelles, où il y a encore beaucoup de gens ou des politiciens qui pensent que c'est plutôt un truc de la communication et c'est seulement la communication qui est important? Bon, ça dépend un peu avec qui on parle. Je ne saurais pas dire à quel point c'est répandu. Il y a un certain sentiment que des réformes sont nécessaires. Moi, très clairement, je pense la façon dans laquelle on interagit, on parle avec les citoyens, ça c'est une chose. Mais je pense aussi, et ça c'est peut-être plus important que la façon dans laquelle on discute, c'est de livrer après sur les attentes des citoyens. On a, même en dehors des panneaux citoyens, on a quand même des façons de savoir ce que veulent les citoyens. On a les élections, on a les sondages, on reçoit des milliers et des milliers de mails et de pétitions et de je ne sais pas quoi. Et il y a aussi vraiment cette question d'agir. On sait que sur certaines réformes, il y a un grand support de la population, mais même avec les meilleurs panneaux citoyens, avec la meilleure participation citoyenne, si à la fin on livre pas on réalise pas les résultats, là les gens ils vont s'en aller.
Ils vont dire, voilà, moi j'ai participé à cette conférence, ma proposition a eu beaucoup de support sur la plateforme en ligne, ça a été discuté dans un panel, et finalement l'Union européenne n'a rien fait sur cette proposition. Là, il y a évidemment un risque de désenchantement complet des citoyens aussi. Donc je pense que c'est à la fois d'avoir les forums, d'avoir les façons d'interagir avec les citoyens, mais derrière, il faut aussi livrer, il faut reformer, il faut faire ce que les citoyens attendent de nous. Encore Gabi? Oui, je suis d'accord que ça dépend du succès de cette initiative et la définition de succès. Mais pour moi, il y a un point qui est important que nous n'avons pas eu le temps de discuter et ça que pour moi, la conférence fonctionne seulement si nous arrivons vraiment aussi à créer un plan de panel au niveau régional dans les villes ou l'échec local et avoir le connexion entre le panel citoyen et le débat là et aussi avoir plus de participation et de débat européen au niveau local. Et pour ça, pour moi, le panel, c'est une opportunité et on a besoin aussi beaucoup des initiatives au niveau local. Par exemple, nous avons commencé aux villes de Berlin de le faire avec le individuel, mais avec les organisations pour vraiment user ce débat au futur de l'Europe pour beaucoup de débats aussi au niveau local. Et parce que, par exemple, Berlin, c'est une ville européenne avec beaucoup des Européennes qui habitent à la ville et vraiment ensemble engagés et faire des propositions. Mais je suis d'accord aussi avec Daniel, il y a aussi un risque. C'est déjà avec le processus, il y a beaucoup des convaincus européennes qui sont frustrés avec cet processus qui prend longtemps, aucune dynamique. Si on ne respecte pas les résultats et il n'y a pas une continuation, c'est aussi dangereux. Et pour ça, pour moi, c'est essentiel de débattre, expérimenter avec plus de participation aussi, mais en même temps, ce n'est pas une participation seulement pour avoir une participation, mais vraiment de changer aussi des politiques ou changer le schéma. Après, on a discuté assez aussi la proposition de réforme. Merci à vous. Merci bien. Nous sommes sûrs que vous avez encore des questions. D'abord, nous voulons essayer un petit truc. Moi, je ne peux pas l'expliquer en français. Ariane, c'est à toi. L'applaudimètre, c'est quoi? Comment ça se passe? Je suis sûre que tu aurais été capable. Oui, alors on vous propose, toujours pour avoir votre avis, un applaudimètre des propositions des différentes personnes présentes aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que chacun d'entre vous quatre présente la proposition, s'il n'y en avait qu'une, pour rapprocher l'Europe des citoyens. Selon vous, je sais que c'est difficile d'en choisir une. Je sais que pour certains, c'est très difficile. Mais selon vous, s'il y en avait une qui permettait de relier le plus l'Europe et les citoyens européens, laquelle ce serait? Voilà, si vous pouvez la présenter en 2 ou 3 phrases. Et ensuite, on les synthétisera et on verra laquelle a le plus de succès dans l'audience aujourd'hui. Édouard écrit. Édouard a dit... moi, j'ai 10 idées, c'est laquelle que je dois choisir. Je ne vais pas balancer de nom, mais... C'est un exercice assez populiste, Édouard. J'ai bien compris. Le truc, c'est qu'évidemment, on est tous ici et à Strasbourg sur ce sujet-là depuis suffisamment longtemps pour avoir accumulé dans nos tiroirs des tas d'idées qui sont évidemment géniales, mais qui n'auront jamais nécessairement droit de citer. Je crois
parmi toutes celles qu'on propose, parce que c'est toujours le sujet, il faut ce qu'on appelle en langage technocratique des game changers, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment changer, quelque chose qui va être systémique. J'ai beau me creuser la tête dans tous les sens, je crois que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait un lien qui se passe, c'est un média européen. Voilà. Ensuite, les modalités de ce média européen, qui ne soit pas Euronews, hein, mais les modalités, il faut y réfléchir, mais c'est ça dont nous avons besoin. Donc je dis ma proposition aussi, j'avais compris qu'on allait être anonymisé, mais mais trop tard. D'accord, ok. Non, moi, ça ne vous surprendra pas, mais je crois beaucoup aux assemblées citoyennes tirées au sort parce que ça permet d'aller toucher des gens qui autrement ne viendraient pas à l'Europe et à la chose publique en général. Donc je voudrais plus qu'on recourt à ça plus souvent pour donc des assemblées tirées au sort pan-européennes, avant peut-être les grands projets législatifs, pour préparer les grands projets législatifs, ou peut-être, comme le disait Daniel tout à l'heure, pour débloquer dépasser les blocages. Parfois, mettre des citoyens, leur donner un problème épineux et finalement voir ce qui en ressort. Donc, pas nécessairement, parce que j'entends parfois parler d'une assemblée citoyenne tirée au sort permanente. Moi, je serais plus pour déjà donner la chance à beaucoup de gens de vivre cette expérience, donc pas avoir quelque chose de permanent, mais vraiment de manière ad hoc quand on a des étapes importantes comme ça. Merci Gaëtan. Est-ce qu'il y a aussi des idées à Strasbourg, Gabi? Pour moi, c'est une petite idée, mais je pense pour le futur de l'Europe très importante, c'est abandonner le principe d'unanimité. Oh, il y a déjà d'applaudissements. Et Daniel? Moi, pour compléter les idées qui sont déjà là, ça serait de donner un deuxième vote à tous les Européens aux élections européennes. Donc d'avoir un vote comme actuellement pour sa circonscription, mais un deuxième vote européen pour une liste européenne pour vraiment rendre ces élections européennes et de pas seulement avoir 27 élections nationales dans la même semaine. Je pense que ça pourrait vraiment changer la dynamique. Et évidemment, j'espère que de cette élection sort un vrai gouvernement européen. Et donc, on va récapituler les 4 propositions. Merci beaucoup pour savoir quelle sera la proposition des rencontres de la participation décidées ensemble pour rapprocher l'Europe et les citoyens qui la composent. Alors, qui soutient l'idée d'un média européen? Je vous laisse applaudir. Il va falloir avoir une mémoire sonore. Ensuite, pour une assemblée citoyenne qui serait tirée au sort, donc ad hoc, c'est-à-dire temporaire, spécifique sur un travail donné. Je crois que les cris apportent des points bonus. Gabi proposait l'idée d'abandonner le système d'unanimité qui fait que certains États membres peuvent en quelque sorte opposer un veto aux décisions européennes. On devrait faire chauffeur de salle. Et enfin, Daniel proposait l'idée de voter 2 fois, si j'ai bien compris, aux élections européennes, une fois pour sa circonscription, entre guillemets, et une fois pour une liste transnationale. C'était un des winners, les citoyens. Non, Gabi, à mon avis. Donc la fin de l'unanimité a été déclarée cette semaine. Bon, maintenant, questions. Vous avez des questions, je suis sûr. Qui a des questions? Nous avons une question ici. Il y a quelqu'un qui peut nous aider? Ici, la dame? Un peu plus bas? Oui. Bonjour, okay. Florian Covelli, Institut français du monde associatif. C'est autant une remarque qu'une question. Et, il me semble qu'il y a quelque chose qui est important et qui nous rassemble en tant que citoyens européens. C'est notre capacité à nous engager dans des associations. C'est l'engagement associatif, c'est une forme de citoyenneté active. C'est une forme d'engagement qui contribue à la démocratie
parce que la crise démocratique aujourd'hui se nourrit d'une défiance, d'une crise de confiance, et que les associations sont reconnues pour être productrices de confiance. Et par ailleurs, ça nous rassemble partout en Europe, même si aujourd'hui on a quelques difficultés pour se compter quand on est dans le monde associatif. Il n'y a pas de data, il n'y a pas de droit comparé, il y a un certain nombre de connaissances qui manquent à cet échelon-là. Et à l'Institut français du monde associatif, nous pensons qu'il y a un enjeu de connaissance pour contribuer à la reconnaissance du monde associatif comme un des fondements finalement de la culture de la citoyenneté européenne. Voilà, c'était mon témoignage. Merci. On va prendre 3 questions assez courtes. Il y a beaucoup de questions. Comme ça, on va essayer de prendre... voilà, les 2 personnes ici. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Carole Zielinski, je suis adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale, donc on est bien sur le sujet de la conférence citoyenne. Je voulais vous remercier toutes et tous pour vos interventions qui sont très riches et il s'agirait peut-être plutôt d'un appel à destination de mes collègues élus locaux. Aujourd'hui, on en a parlé, il y a l'investissement des États, il y a l'investissement de l'Union européenne en tant que telle sur cette conférence et on a finalement assez peu parlé de l'investissement des collectivités locales. À Strasbourg, évidemment, on fait un énorme enjeu de cette conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe, un enjeu de mobilisation de nos différentes populations au plus près des quartiers, parce que c'est vrai que voilà, à Strasbourg, on a une très belle diversité de populations. Et cet enjeu, il est extrêmement fort pour, comme vous le disiez très justement, marquer une première pierre dans cette participation à l'échelle européenne et poser des marqueurs, des jalons pour l'engagement citoyen à long terme sur cette participation. Donc aujourd'hui, on a comme exemple, et du coup j'apprécie le témoignage qui vient d'être donné sur les associations. On a mobilisé nos différentes associations d'une part dans une agora Strasbourg, capitale européenne, mais d'autre part à travers un appel à manifestation d'intérêt de différentes associations, qu'elles soient pro-européennes ou non, de d'autres sujets, afin de mobiliser les habitants et les habitantes de Strasbourg pour s'investir sur ces questions de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, comment ils vivent l'Europe, comment ils voient l'Europe. Alors c'est vrai qu'à Strasbourg, on a la chance d'avoir la frontière très proche, donc on a déjà un marqueur physique qui est là, qui nous rappelle aussi ce que c'est que d'être citoyen et citoyenne européen. C'est de pouvoir passer une frontière sans même se poser la question. Mais je sais que c'est pas forcément une culture qui est partagée avec l'ensemble des collègues ailleurs en France. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus un appel à se mobiliser en tant que collectivité locale afin de faire vivre cette conférence, afin de labelliser un maximum d'événements citoyens et associatifs à travers la plateforme, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut aussi pouvoir rallier cette plateforme qui est extrêmement importante. Et c'est, je pense, comme cela qu'on va réussir à faire vivre cette citoyenneté européenne. Merci. Bonjour, je vais rebondir sur les propos de ma collègue. Donc Céline Papin, je suis vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du dialogue citoyen et aussi des coopérations européennes. Donc pour le coup, pleinement dans le sujet. Et donc je m'inscris totalement dans ces propos. Effectivement, j'ai apprécié que certains intervenants rappellent cette opportunité de déclinaison territoriale aussi de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que je crois beaucoup aussi au rôle de proximité des territoires pour rapprocher les citoyens de l'Europe, parce qu'effectivement, il y a bien un double objectif, faire remonter les propositions, faire évoluer l'Europe telle que les citoyens la désirent, mais bien évidemment aussi, c'est auprès des citoyens directement, travailler ce lien avec cet objet institutionnel non identifié pour beaucoup d'entre eux, qui reste quand même un objet d'initié. Donc nous, de notre côté, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est saisir cette opportunité pour finalement travailler du dialogue citoyen sur d'autres sujets après ultérieurement. Donc on a par exemple initié un panel, on va lancer un panel citoyen franco-allemand avec nos villes jumelles Bordeaux et Munich. Donc on s'est inscrit d'ailleurs, on est accompagné dans ce sens par le comité des régions. Et puis, on va également organiser des temps de débat avec des scolaires, pour, notamment, mais pas seulement, des associations aussi, pour justement faire remonter un maximum de propositions. C'est pas parfait, mais je pense qu'en tout cas, pour nous, ce qui nous semble important, c'est que l'échelon municipal et l'échelon intercommunal sont quand même des bons échelons. Je vais juste terminer sur ce point. Il avait été évoqué dans plusieurs réseaux de collectivités une déclinaison régionale de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On a été plusieurs élus locaux à regretter un petit peu cette orientation,
puisqu'à notre sens, l'échelon régional, pour parler par exemple de ma région, la Nouvelle-Aquitaine, est une région immense qui recoupe un certain nombre des mêmes problématiques que rencontre l'Europe, éloignement géographique, espace institutionnel encore mal compris des citoyens, alors que finalement l'échelon très local de la commune et de l'intercommunalité, c'est vraiment l'échelon du bassin de vie. Donc voilà, je voulais juste souligner ce point. Merci. Encore des questions? Ouais, encore les deux, et après on va prendre l'autre côté. Bonjour, merci. Je ne suis pas sûr que j'étais celui qui avait levé le doigt en premier, mais c'est pas grave, mes collègues me pardonneront. Antoine Gontier, je travaille à la ville de Grenoble. Moi, je voulais revenir sur une des propositions qui ont été mises à l'applaudimètre sur la question du double vote pour des listes nationales et transnationales. En fait, vraiment, je ne comprends pas bien pourquoi dès le départ et pourquoi depuis longtemps il n'existe pas de parti proprement dit européen avec des listes transnationales à chaque élection. Et j'irais même d'ailleurs plus loin que cette proposition avec l'idée de voter uniquement pour des listes transnationales et non pas pour avoir un double vote. Et du coup, c'est un peu une question peut-être de droit ou d'histoire de l'Union européenne. Juste pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'a pas cette possibilité de voter pour des listes transnationales, et qu'est-ce qui, d'après vous, est bloquant aujourd'hui? Est-ce que cette question fait débat au sein des élus au Parlement? Est-ce que c'est une question que vraiment vous pensez que sur lesquelles il y a moyen d'avancer, ou est-ce que vraiment on en est très loin? Merci. Il y avait une autre question là, et après on va prendre l'autre côté. Ou on fait une petite pause, peut-être on commence avec les réponses. Oui, il me semble qu'il y avait deux interrogations principales qui étaient la place des collectivités territoriales, donc des villes, etc., dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, et de façon générale leur rôle pour la citoyenneté européenne, notamment avec les acteurs locaux qui travaillent avec elles, dont les associations. Et il y avait effectivement, peut-être pour Gabi et Daniel, la question du débat sur les partis européens, le vote transnational, voilà, où est-ce que ça en est, quels sont les acteurs et les enjeux en ce moment de cette discussion. Qui veut commencer? Édouard? C'est bon? Avec un micro, ça va mieux? Oui, enfin, c'était pas vraiment des questions, mais en même temps, je ne peux qu'abonder dans le sens qui a été celui des interventions. La démocratie, c'est pas des institutions, c'est d'abord des gens. Donc si ces gens ne sont pas mobilisés, si ces gens ne sont pas en train de fabriquer eux-mêmes la communauté démocratique, évidemment on va tourner à vide. Si la démocratie se résumait à ces institutions, l'Afghanistan, l'Iran et plein d'autres, l'Irak et même l'Iran d'ailleurs, seraient de formidables démocraties. Nous savons bien que ce n'est pas le sujet. Vous avez entièrement raison, on a besoin d'un statut européen de l'association. Ça fait partie des choses qui sont là aussi dans les tiroirs. Et on a besoin d'une implication des villes. Les villes ont été, par exemple, pour donner un exemple, les villes ont été au moment de la crise de l'accueil des réfugiés, que je préfère de très loin à toute autre dénomination. Au moment de la crise de l'accueil des réfugiés, ce sont les villes qui se sont mobilisées. Ce sont les villes de Palerme à Barcelone. Il y a eu des villes allemandes, des villes françaises. Enfin, c'est là que s'est fait en fait la réponse au blocage des États. Et ça m'amène juste. Alors, je laisserai ceux qui sont encore dans les institutions répondre à ça. Mais les blocages des listes transnationales sont à peu près les mêmes. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte au niveau européen. D'abord, c'est le temps de maturation d'une idée. Ça prend entre 10 et 15 ans. Donc le temps qu'on ait la bonne idée, qu'on se dise qu'on va tout régler avec ça, et puis le moment où elle sort des textes, elle sort simplement des think tanks, elle est prise, enfin bref, c'est un très long et lent processus de maturation. On a parlé pour la première fois, par exemple, d'une assiette commune de taux d'imposition des entreprises en 2001, je crois, et c'est sorti seulement dans la mandature sous Juncker. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'une idée est bonne qu'elle est nécessairement suivie. Justement,
Parfois même c'est parce qu'elle est bonne sur lequel on a qu'on a des blocages. Et au Parlement européen, à l'époque où j'y étais encore, c'est-à-dire dans la dernière mandature, il y a eu un vote négatif contre les listes transnationales mené à l'intérieur du Parlement européen. C'est à l'intérieur du PPE, c'est-à-dire le parti populaire européen, c'est-à-dire le centre droit démocrate chrétien, il y a une révolte en fait des petits membres, en particulier des Portugais, puisque le chef de file de l'opposition était Paulo Rangel, si je me souviens bien. Et en gros, c'était la peur d'être mangé par les gros. Donc vous voyez, on n'a pas tout à fait fini sur l'imaginaire démocratique d'une communauté apaisée. Voilà, l'Europe, c'est un travail de Pénélope quasiment. Moi, je laisserai... Oui, juste pour compléter cet aspect des listes transnationales, la raison pour laquelle on propose donc les deux voies, c'est pour préserver pour une partie du Parlement le lien direct avec la circonscription sur place, d'avoir des parlementaires de partout en Europe, parce qu'évidemment, même si on introduit certaines règles de diversité géographique et tout ça sur les listes transnationales, il y a évidemment ce risque que certaines régions ne seraient pas nécessairement représentées sur les listes transnationales, mais je pense qu'il en faut les deux. Il faut une représentation et un débat vraiment européen. Et il faut ce lien aussi avec tous les territoires, avec toutes les régions, toutes les villes d'Europe, que chacun trouve sa représentation au Parlement européen. On retrouve ce système dans un bon nombre d'États membres. Donc je pense que ça devrait arriver. Comme Édouard l'a dit, c'est surtout les conservateurs qui l'ont bloqué la dernière fois. On espère qu'entre-temps, ils ont compris qu'il nous faut ça, que la façon dans laquelle ça s'est passé après les dernières élections européennes, ça ne doit pas se reproduire. On doit se présenter aux élections européennes avec des candidats, avec des Spitzenkandidaten aussi, qui se présentent avec un programme et qui sont élus ou pas élus, mais d'avoir une élection où on ne sait pas qui sort à la fin, qui prend la présidence de la Commission. Ça, c'est pas vraiment une démocratie comme le connaissent la plupart des citoyens dans leur État aussi. Donc je pense qu'il faut le changer aussi au niveau européen. Donc je ne vais pas enchaîner sur les listes transnationales, du coup je crois que ça a été bien couvert, mais j'étais ravie des 2-3 premières interventions parce que pour moi ça touche deux sujets fondamentaux pour l'avenir de la démocratie européenne, qui est d'abord sur les collectivités locales. Effectivement, pour moi, une démocratie européenne, elle ne se construira pas seulement à l'échelle pan-européenne. C'est aussi l'échelon local, c'est faire vivre l'Europe à l'échelon local, régional, national, et c'est tout ça ensemble qui va créer une démocratie européenne, et surtout le dialogue entre ces différents niveaux. Donc la conférence sur l'avenir de l'Europe, elle est conçue comme ça, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai voulu rappeler les 3 P, et que j'ai dit que c'est un raccourci de langage, parce que malheureusement, derrière le mot plateforme, il y a tout ça. Puisque la plateforme, elle reprend non seulement les idées directes des citoyens qui se sont inscrits, mais aussi tous les événements qui sont organisés de manière décentralisée partout dans l'Union européenne, à qui on a donné la possibilité donc d'aller enregistrer leur événement pour qu'il soit accessible à tous, mais aussi de faire le rapport de l'événement sur la plateforme, de le lier à une idée. Donc on peut très bien voir qu'une idée émerge non pas d'un individu, mais d'un collectif qui a proposé quelque chose, donc ça lui donne de la force. Et tout ça est analysé de manière rigoureuse avec des instruments mêlant des équipes d'analyse et de l'intelligence artificielle, puisqu'on va avoir énormément de données. Et il y aura des rapports régulièrement. Le premier rapport, je vous l'annonce, est publié demain sur la plateforme, donc vous pourrez déjà avoir accès. Et donc il y aura des rapports réguliers, et tout ça va aussi alimenter la plénière, les panels citoyens. Donc c'est un élément extrêmement important de la conférence. Et on a vraiment essayé dans l'esprit de dire on vous fait confiance, on n'impose pas un format, etc. On a juste mis en ligne des guides pour essayer que ces événements soient faits de manière la plus participative possible, la plus inclusive possible. On a donné des recettes, des trucs, mais on sait qu'il y a un potentiel dans des collectivités locales qui est immense, et on veut s'appuyer là-dessus. Et le deuxième élément que j'étais heureuse d'entendre, c'est qu'effectivement,
on ne construira pas cette démocratie participative uniquement à travers le rapport direct citoyen-institution. Pour moi, les organisations de la société civile organisée doit trouver sa place. Et je trouve qu'actuellement, c'est pas assez bien réfléchi. Voilà, c'est pas assez bien pensé. Pour moi, il reste encore un problème un peu pas assez de fluidité entre le rapport démocratie représentative participative, parce que collègues du Parlement européen ont été gentils avec leurs collègues, mais effectivement, il y a encore des réticences, je crois, aujourd'hui, chez les représentants qui ont peur de ces nouveaux instruments. Ils ne les voient pas comme une force, mais peut-être comme une contrainte. Et de la même façon, on entend, et c'est complètement dingue quelque part, parfois dans la société civile organisée, des gens aussi qui ont de la réticence par rapport à ce genre de processus, parce qu'ils ont l'impression que ces assemblées citoyennes tirées au sort viennent en quelque sorte aussi prendre leur rôle d'intermédiaire entre les institutions et les citoyens. Et ça, c'est pas possible. Il faut arriver à dépasser ça, parce que sinon on n'arrivera jamais à mobiliser, je ne vais pas utiliser le terme booster, mais j'en trouve pas d'autre, la participation en Europe. Il faut que tout le monde le fasse ensemble. Et donc c'est intéressant de voir par exemple que dans la plénière, on va avoir cette fois-ci des citoyens et de la société civile organisée qui vont être représentés. On va voir comment ils vont interagir par exemple. Mais pour moi, il y a un espace là où il faut réfléchir à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne. Chaque niveau a ses enjeux, mais finalement, il y a un peu les mêmes réflexions qu'on retrouve partout et il faut absolument avancer, je crois, sur ce terrain-là aussi. Bon, je ne suis pas sûr si Gabi veut ajouter quelque chose, sinon... Oui, okay. Je voudrais ajouter quelque chose. 2 points. Le premier est, on a eu de participation, mais la plupart étaient la participation d'élite. Et je pense que l'Europe d'élite est morte. Et pour ça, c'est l'opportunité maintenant, créer de opportunités pour une participation qui reflète la diversité de la population. Je pensais à une grande opportunité. Et deuxième fois, le projet qui a Daniel présenté, je pense c'est un projet positif pour renforcer la démocratie et la proposition, ce n'est pas une révolution, mais une évolution, mais peut-être avec une chance de réaliser. Merci. Merci Gabi. Il y avait encore d'autres questions à ce côté de la salle 3, 4 et après on va finir la discussion. Bonjour. Bonjour, Benjamin Hurard du Parlement de Wallonie en Belgique. Nous avons au Parlement décidé d'organiser un hackathon dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ça se passera au mois de novembre sur 2 thématiques parmi les 6 proposées et on a fait le choix d'intégrer une moitié de citoyens et l'autre moitié de parties prenantes, donc organisations panneaux syndicales par exemple, entreprises, etc. Vous avez parlé de cette multitude d'événements décentralisés comme le nôtre et la question à laquelle on devra répondre, c'est effectivement, mais vous avez commencé à brosser les suites, comment vont se retrouver et vont être agrégés les résultats de ces événements décentralisés. Vous parliez de l'intelligence artificielle, des croisements que vous effectuerez. Je pense qu'il serait intéressant de mettre tout ça à plat et de publier en tout cas une méthodologie sur le suivi qui sera accordé et les croisements qui seront faits au niveau des conclusions de ces nombreux événements décentralisés. Je pense qu'on nous posera immanquablement la question, que ce soit au niveau des participants, des médias aussi qui couvriront certainement l'événement, et peut-être une question aussi sur l'évaluation ensuite du processus. Merci. Ici, au milieu. Alors bonjour, Circe Debrix, donc je suis consultante en coordination territoriale et j'ai eu la chance d'accompagner la convention citoyenne pour l'Occitanie. En fait, on l'a tous un peu dit, on s'est rendu compte que
pour à la fois rassurer la collectivité et légitimer les résultats et accompagner la prise de décision. C'était le maxi public qui permettait ça, enfin de toucher le maxi public. Et donc de se relier aux facilitateurs territoriaux. Donc il y a plein d'associations qui travaillent dans ce secteur maintenant et qui sont, on l'a dit, plus ou moins d'accord, mais quand même pour ce type de méthodologie, notamment à tous les échelons. Et puis aussi se relier aux collectivités, aux espaces citoyens, aux conseils de quartier. Bon, ça demande quand même un certain financement. Même si on l'a vu aussi en Occitanie, hein, c'est vraiment la clé du succès pour ce type de méthodologie. Mais moi, je voulais savoir, peut-être plus simplement sur cette première convention citoyenne, et merci et bravo, est-ce que vous avez prévu, ça rejoint d'autres questions, de l'événementiel participatif ? Peut-être que, je me demandais si vous aviez prévu vraiment ce type d'événement un peu culturel qui marche très très bien pour ramener les jeunes notamment. Et par exemple, un festival ambulant sur les territoires avec des jeunes de toute l'Europe, ça pourrait, voilà. En tout cas, ce type d'idée, c'est ce qui marche plutôt pas mal, l'événementiel participatif. Et je voulais savoir si vous aviez prévu ça pour ancrer et donner corps aussi un peu au dispositif et justement ramener aussi l'Europe sur les territoires. Merci beaucoup. Merci. Et les deux dernières questions. Ici, les deux dames. Au milieu, ici, pardon. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi, je ne suis absolument pas ni élue ni quoi que ce soit. Je suis une simple militante associative et conseillère citoyenne dans un quartier prioritaire de Caen-la-Mer. Voilà. Alors moi, pour préparer ces rencontres européennes, je suis allée à la rencontre d'ailleurs de mes concitoyens de mon quartier prioritaire, et justement pour discuter un petit peu de l'Europe avec eux. Et voilà. Alors moi, je ne porte pas là ma parole. Ce n'est pas mon point de vue que j'exprime, mais le leur. Et je pense qu'ils sont quand même nombreux en dehors de mon quartier à penser la même chose. Globalement, pour essayer de résumer un petit peu. La réponse est dit, mais madame ou Isabelle, comment voulez-vous qu'on se sente concerné par ce qui se passe en Europe? Ce sont des techniciens et des politiques qui décident pour nous et on n'est jamais consulté sur rien. Et comment voulez-vous qu'on s'en préoccupe et qu'on s'y intéresse quand ici même, on ne se sent pas déjà considéré comme des citoyens à part entière dans notre propre ville. Voilà. Donc moi, c'est pas du tout ce que je pense. Et je suis une militante européenne convaincue depuis très très longtemps. Mais je pensais que c'était peut-être pas inintéressant que vous ayez le retour du terrain. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors malheureusement, le tour de questions leur tourne, donc le tour de questions va toucher à sa fin. Il y avait une autre question, peut-être une question, la dame ici et là. Peut-être une question assez courte, comme ça va aller. Bonjour, je suis Tiffaine Ardouin, je suis conseillère municipale déléguée à la démocratie permanente à la mairie de Bordeaux. Et moi, ce sera très court, c'est plus une remarque sur la question de la confiance qui est absolument nécessaire de rétablir entre le citoyen et n'importe quel processus de consultation. Et je voudrais vous dire juste que cette confiance, elle est très très entamée et que le grand risque, c'est que si une consultation comme celle-ci, comme celle qu'on a vue en France, n'aboutisse pas réellement à une prise en compte des recommandations des citoyens, les citoyens vont faire ce qu'ils ont déjà commencé à faire, c'est-à-dire à se radicaliser et aller dans des espaces où ils ont l'impression d'arriver à se faire entendre, parce que les espaces légaux qu'on leur propose, ils ne sont pas entendus. Donc je voudrais juste attirer votre attention sur l'absolue nécessité de ne pas entamer un processus comme celui-ci si vous n'avez pas des garanties qu'il va pouvoir être écouté. Mais c'est une forme de question. Est-ce que vous avez, on en a assez peu parlé, est-ce que vous avez des garanties sur la possibilité réellement que ce qui va sortir de cette convention va réellement pouvoir être pris en compte? Sinon, on risque d'arriver à des processus qui, même s'ils sont très beaux, ne rencontreront plus du tout la participation du citoyen.
Merci. Alors ça rejoint la première question de la seconde salve, je pense, sur le suivi des résultats et le fait effectivement de ne pas proposer une arène de participation qui ne mènerait à rien potentiellement. Est-ce que, Édouard Godeau, vous vouliez réagir à... Excusez-moi, juste très brièvement, parce que moi, je dois partir. S'il reste des questions, n'hésitez pas par mail ou dans les réseaux sociaux. Pardon, mais les prochains engagements attendent. À la prochaine. Merci, Daniel. Gabi, peut-être il y avait des questions oui, sur pour moi, le risque. c'est un peu la même parce que c'était très long et maintenant je dois partir aussi, mais on peut contacter moi pour les questions concrètes ou des propositions et idées concrètes aussi. Hein? Pardon et aussi pardon mon French et au revoir. Non, avec le français, ça va. C'est ça, je dis ça. Bon, Gaëtan et Édouard, nous avons plusieurs questions à vous. C'est la Belgique, l'agrégation, c'est les événements culturels. Moi, je compte rien dans mon propre pays et les risques. Ce sont les 4 thèmes. Alors, sur l'analyse de ce qui va remonter sur la plateforme, vous avez, je crois, une séance juste après où vous allez reparler de la plateforme. Donc, j'imagine, Valentin sera avec vous qui vous expliquera ça plus en détail. Mais on a conçu la plateforme en même temps qu'on réfléchissait à comment on allait faire une analyse la plus rigoureuse possible. Donc, on a mobilisé un service de la commission qui travaille avec un outil je ne sais pas comment on dit en français, le data mining, enfin d'intelligence artificielle, comme je disais, qui va permettre d'analyser un grand nombre de données, puisqu'il y en aura beaucoup, mais tout ça est évidemment combiné avec une analyse d'une équipe qui est un prestataire extérieur qui fait aussi cette analyse pour avoir un regard complètement neutre. Hein. Ce n'est pas nous, les institutions, qui faisons l'analyse. Évidemment, dans un rapport, il y aura toujours des choses qui manquent, mais, et ça, Valentin le réexpliquera, j'imagine, encore plus cet après-midi, c'est une plateforme open source. Ça veut dire que open data, ça veut dire que vous pouvez vous-même aller télécharger toutes les données, faire votre propre analyse. Voilà, il peut y avoir des universités aussi qui s'emparent de cette analyse et faire en sorte que à la fin, voilà, tout ça soit considéré comme suffisamment riche et légitime pour alimenter les discussions de la conférence. Sur l'après. Et je pense que la question de Madame sur la confiance et celle de Madame qui disait on ne se sent pas concerné sont extrêmement liées, évidemment. Oui, j'ai bien compris que ça ne venait pas de vous, et merci d'ailleurs de relayer cette parole-là, qui est une parole que moi j'ai beaucoup entendue aussi, hein, parce que j'ai longtemps fait du local aussi, et pas que de la bulle bruxelloise. Donc, je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est d'abord l'explication en amont, claire. Et c'est peut-être toujours un peu l'angle mort de ces processus participatifs où on oublie que dès le départ, en fait, il faut très bien expliquer le processus de l'après. Pas évidemment ce qu'on va choisir comme thème et comme idée, on ne sait pas, hein, c'est une ouverture totale, une curiosité, mais comment on va traiter effectivement le résultat. Il me semble que à l'échelle des institutions européennes, évidemment, j'aurais peut-être préféré encore mieux qu'on dise très clairement, par exemple, qu'on va prendre, je sais pas moi, 50% des propositions des panels pan-européens ou quelque chose à laquelle les citoyens peuvent se raccrocher et évaluer si l'engagement a été respecté ou pas. Ça, c'était peut-être déjà aller un peu trop loin dans l'expérimentation qu'on fait. Par contre, moi, pour la première fois, je trouve que les textes européens sont très clairs sur le fait qu'il y aura un suivi. Et je sens un engagement fort, en tout cas une réalisation conjointe des 3 institutions, qu'on ne peut pas tous rentrer chez nous après, faire un classement vertical de tout ça, ce n'est pas possible. Donc, je suis assez confiante sur l'après. Après, sur cet après, justement, il y a aussi une question de visibilité.
qui est parfois lié tout bêtement à maintenir une capacité administrative. Et je plaide beaucoup pour que, par exemple, le secrétariat conjoint auquel j'appartiens, il maintienne ces capacités aussi après, pour pouvoir justement continuer à informer les citoyens sur ce qu'on fait avec les résultats. Je vais prendre l'exemple du grand débat, parce que je sais que dans la salle, certains y ont participé, et moi aussi. J'ai entendu, par exemple, qu'encore aujourd'hui, dans les administrations, parfois, dans les réunions interservices, on parle des résultats du grand débat et on dit tiens, ça c'est ressorti dans le grand débat, sauf que personne ne le sait. Il n'y a pas de visibilité sur ce qu'on fait avec le résultat. Donc il y a aussi une question de communication et de visibilité, de garder le lien avec les citoyens, même si c'est fini, même si on a fermé la porte du dernier événement, et ça c'est pas simple. Donc il faut garder ça en tête, et on essaye, en tout cas, pour la conférence sur l'avenir de l'Union. Sur les événements culturels, je pense qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, d'essayer de communiquer au maximum. Après, je vais être très franche avec vous, il n'y a pas des budgets astronomiques pour faire cette conférence en matière de communication. Donc ça veut dire qu'on doit pas mal compter justement sur les initiatives qui vont émerger et qui vont nous aider à faire connaître la conférence. Et je sais qu'il y a pas mal d'initiatives locales qui vont dans ce sens, d'utiliser l'angle culturel pour toucher un maximum de citoyens. Merci Gaëtan. 1 minute, Édouard. 1 minute pour faire une conclusion. Je me sens comme Atlas. Je vais juste, en fait, parce que toutes ces questions-là, c'est Gaëtan qui répondait beaucoup mieux que moi. Moi, je voudrais juste revenir sur le sentiment d'éloignement, madame, parce que vous avez raison. C'est le sujet majeur sur lequel on est. Il est lié à la confiance. On a une confiance dans les institutions démocratiques, mais aussi dans le tissu social et dans la démocratie qui aujourd'hui est en crise très profonde. Il faut réparer le tissu déchiré de la démocratie. Je sais que c'est une belle formule qui n'est même pas de moi, elle est de Abdenour Bidar, mais ça ne peut se faire qu'avec des gens qui sont justement au travail, au contact en permanence. C'est pour ça que c'est très très bien qu'on ait inauguré le round de questions avec la question des associatifs, parce que c'est là que ça se joue. Donc modestement, je vais vous dire que par exemple, moi je fais partie d'une autre association qui s'appelle Citizen Campus et qui cherche en fait à faire de l'éducation citoyenne et populaire. Et moi, j'essaye d'assumer la dimension européenne de cette association. En gros, le sujet est toujours le même. L'Europe est une promesse de paix et de prospérité partagée, c'est une promesse de circulation, c'est une promesse aussi d'émancipation. C'est la liberté, dignité et solidarité, c'est le triptyque en fait européen de notre devise à nous. Tant que cette promesse ne sera tenue qu'à ceux qui la connaissent, eh bien, on aura un problème et un déficit, pas simplement démocratique européen, on aura un déficit à tous les niveaux. Donc on a besoin d'un maximum d'intermédiaires. Alors j'ai été un peu optimiste avec l'histoire des médias, mais les médias, ce sont des traits d'union. C'est-à-dire que pas simplement des médias du type audiovisuel, mais des médias comme les associations, des médias comme justement le travail que vous faites, parce que j'imagine que vous allez revenir porter à la fois ce qui s'est passé ici vers vos... Voilà, exactement. Donc ce genre de choses, c'est ça en fait. On ne peut pas se contenter d'exercices. C'est quelque chose qui se vit. Le problème de la démocratie, c'est pour ça qu'elle est fragile, c'est que la démocratie, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour. C'est le plébiscite quotidien. C'est pas la nation, c'est la démocratie, le plébiscite quotidien. À partir du moment où on ne veut plus vivre ensemble, il n'y a plus de démocratie. Et c'est ça en fait la clé. Et c'est ça que nous disent jour après jour, mois après mois, toutes les fièvres démocratiques auxquelles nous sommes confrontés. Et en France, on en a vu quelques-unes, mais ce n'est pas le seul pays qui en a. Donc voilà, restons avec cela, travaillons collectivement à tous les échelons pour faire en sorte que cette promesse soit tenue pour un maximum de monde et pas simplement pour ceux qui sont, après tout, pas si nombreux que ça, qui ont eu l'occasion d'aller faire un Erasmus. Un certain nombre d'entre nous, même moi qui suis pas si vieux que ça, j'ai pas fait Erasmus parce que c'était tout juste le début du programme et c'était pas encore très très populaire. Donc voilà, oui, voilà. Si. Non, donc voilà, tout ça pour dire qu'on a besoin justement d'investir au maximum. Merci Édouard. L'Europe, c'est une promesse, c'est une passion. Merci à vous pour partager ce débat. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé le débat. Merci. N'oubliez pas de vous connecter sur la plateforme pour l'avenir de l'Europe.